Ma carte, elle est forcément quelque part, je vais la retrouver, j'ai pas besoin d'aller à la police juste pour ça. Si j'avais su, hein, si j'avais su. Écoutez vos aînés. Tout le monde connaît le proverbe qui dit dans la vie, mieux vaut prévenir que guérir. Je vous invite à écouter mon histoire jusqu'à la fin parce que croyez-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a un temps pour tout. Tout ce qui brille n'est pas or. Bonjour à tous, je suis nouvelle dans le game, donc je m'appelle Manoa, Manono pour les intimes. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon usurpation d'identité, donc un sujet sensible que beaucoup de gens finalement ne connaissent pas forcément et que moi donc j'ai vécu malheureusement. Alors l'usurpation d'identité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'une personne utilise un de vos documents d'identité, donc carte d'identité, passeport, permis de conduire ou autre, pour pouvoir principalement se procurer de l'argent en se faisant passer pour vous, voilà, et en vous mettant des dettes, des crédits sur votre dos et en vivant sa best life avec l'argent qu'elle a. Alors tout a commencé le dimanche 22 avril 2012 lors du premier tour des élections présidentielles. Alors moi je me souviens, je rentrais de boîte, voilà, j'étais jeune, insouciante, je rentrais de boîte avec un de mes meilleurs potes, donc on est rentré dimanche matin. Et le dimanche matin, chacun est parti dormir et on s'est dit qu'on allait se retrouver un peu plus tard, vers 13-14 heures, pour aller voter ensemble à l'école primaire du quartier qui était notre bureau de vote attitré. Donc il est rentré, je suis rentrée, on s'est reposé, on s'est revus peu de temps après, donc aux alentours de 13 heures, et on allait voter ensemble. Et donc je me souviens que j'avais pris ma carte d'identité, je l'avais mise dans, je sais pas moi, dans l'une de mes pochettes, et on est parti voter, j'ai voté pour mon tonton Hollande, voilà, ne critiquez pas mon tonton Hollande s'il vous plaît. Donc chacun a voté ce qu'il avait à voter, chacun est rentré. Voilà. Donc pendant 2 semaines, tout se passait super bien, la vie a suivi son cours. Et il n'y a que le 6 mai, donc lors du second tour des élections présidentielles, que là je me suis rendu compte que j'avais plus ma carte d'identité. Alors que je me souvenais que je l'avais bien utilisée pour le premier tour. Donc moi je me dis tranquille, pas de souci, je commence à chercher partout dans la chambre, dans mes sacs, voilà, vu que j'ai plein de sacs, je commence à chercher partout, pas de trace de ma carte d'identité. Je demande à mes proches, personne n'a vu ma carte d'identité. Tant pis, je prends mon passeport, je vais voter. Et donc, en revenant du bureau de vote, je me dis, bon, bah, je vais rechercher plus en profondeur. Et je cherche, je trouve pas. Jusqu'à là, pas de souci. 1 semaine passe, 2 semaines passent. Bon, voilà, moi j'étais en pleine période d'examen, j'étais à l'école. Et donc, 1 semaine passe, 2 semaines se passent, et je me dis, par contre là, ça devient chaud quand même. Hein. J'ai cherché partout, j'ai fait le ménage dans la maison. Comment ça se fait que je ne trouve pas ma carte d'identité? Et là, j'en parle à ma soeur, à ma grande soeur, je lui dis, mais c'est bizarre quand même. Hein. Ma carte d'identité que j'ai pris pour aller voter il y a un mois, là, je la retrouve pas. Est-ce que tu l'as vue? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a ma soeur qui me dit, mais toi, tu t'es là, enfin, tu vis ta best life. Tu sais pas que c'est dangereux de perdre une carte d'identité? Elle me dit, tu sais pas que c'est dangereux de perdre une carte d'identité? Va, cours à la mairie, va faire ta déclaration, enfin, cours à la police, pardon, va faire ta déclaration de perte et de vol. Tu peux pas rester comme ça, en fait. Normalement, tu aurais dû le faire le jour où tu as constaté que tu avais perdu ta carte d'identité. Et vous savez ce que j'ai fait? Eh ben, moi, ma soeur, finalement, je lui ai rionné. Je lui ai rayonné, je lui disais, oh là là, c'est fou quand même ces générations-là qui sont inquiètes pour tout et pour rien. Ma carte, elle est forcément quelque part, je vais la retrouver, j'ai pas besoin d'aller à la police juste pour ça. Si j'avais su, hein, si j'avais su. Écoutez vos aînés. Donc, je ne prends pas en compte les conseils de ma soeur, je vis ma best life, je me dis, oh, un jour ou l'autre, moi c'est toujours comme ça, un jour ou l'autre, au moment où j'arrêterai de chercher, je vais forcément la retrouver. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça. En ce temps-ci, donc, j'étais chez ma mère avec mes frères et sœurs. Ma mère nous avait laissé le double des clés de la boîte aux lettres parce qu'elle partait au bled. Et nous, quelqu'un d'entre nous dans la maison là, a perdu l'unique double des clés qu'on avait. Voilà, c'est pas moi. Moi, je sais que c'est pas moi, c'est entre ma soeur, mon frère et ma cousine qui était là à ce moment-là. Quelqu'un a perdu les clés de la boîte aux lettres. Donc, ça fait qu'on est resté un mois sans pouvoir accéder au courrier. Et en plus, tout le monde vivait sa vie. Personne ne se souciait de quoi que ce soit. Donc il n'y a qu'au bout des 1 mois, quand ma mère revient du pays,
que chacun découvre son courrier. Et moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je vois? Je vois non pas une, mais deux convocations donc, de la police du 4e arrondissement me convoquant, quoi, me convoquant. Donc, comme c'était le week-end, dès le lundi, j'appelle au numéro indiqué. On me dit, madame, ne posez pas de questions, venez directement. Ok. J'arrive au commissariat et là, l'officier me reçoit froidement, il me fait asseoir, il bavarde un peu avec ses collègues, il revient et là, il commence à me cuisiner aux petits oignons. Il me dit, mademoiselle, où étiez-vous, tel jour, telle heure, qu'est-ce que vous faites dans la vie, avez-vous ouvert un compte récemment? Et là, en fait, tout d'un coup, tout me revient, quoi. Tout me revient et je fais le lien. Je fais le lien avec ce qui m'est arrivé. Et donc, je lui dis, écoutez, monsieur, voilà, je suis étudiante en alternance. Tel jour, j'étais soit au travail, soit à l'école. Il s'avère qu'au moment des élections présidentielles, j'ai perdu donc ma carte d'identité. J'ai tardé à faire ma déclaration de vol, oui, puisqu'entre-temps, je l'avais quand même fait, hein, parce que ça ne pouvait pas durer quand même plus de 2 mois. Je ne savais pas que vous m'aviez convoqué parce que on n'avait plus de clés de boîte aux lettres. Voilà, ma mère était partie en voyage, on nous avait confié les clés, et l'un d'entre nous, en fait, a perdu les clés de la boîte aux lettres, donc il n'y a que maintenant que je découvre les 2 convocations. Bon, là, il ne s'attarde pas trop là-dessus, et tout d'un coup, en fait, il sort un dossier avec des signatures, ma signature et des copies donc de ma carte d'identité ayant servi à l'ouverture de plusieurs comptes. Donc là, il me montre des LCL par-ci, des caisses d'épargne par-là, la banque postale par-ci, bref, c'était vraiment la découverte du poteau rose pour moi, la découverte du poteau rose. Et là, je me dis, non mais c'est une blague, limite j'étais presque pas sérieux. Je me dis, mais c'est pas possible en fait. Ça, c'est le genre de choses que je vois dans Enquête exclusive ou dans je ne sais quel autre reportage à la télé, mais ça peut pas m'arriver à moi. Et donc là, il me dit, voilà, bon, tel jour, telle heure, quelqu'un, puisque ce n'est pas vous, quelqu'un a utilisé vos documents pour ouvrir des chèques, et donc les banques en question ont porté plainte contre vous. Donc voilà, hein, moi je suis sur les fesses. Je suis sur les fesses et je me dis que c'est pas possible. Je dis à l'officier que j'ai des alibis à fournir, que j'ai très certainement des alibis à fournir parce que au jour et heure où les faits se sont produits, j'étais soit à l'école, soit au travail. Et voilà, je dis à l'officier que très rapidement, je fournirai les alibis donc, de mes proches pouvant attester de ma présence à ce moment-là. Voilà. Bon, l'officier accepte. Finalement, il avait l'air de me croire. Il voyait que j'étais sur les fesses. Il voyait que j'étais étonnée par ce qui m'arrivait. Il voyait que j'avais aucun lien. La personne qui a utilisé ma carte d'identité, elle a été maligne. Elle a fourni de faux justificatifs de domicile du Blanc-Mesnil, alors que moi j'habite dans le 92, donc c'était juste impossible. Et quand la police a envoyé les convocations donc aux 2 adresses, finalement je suis la seule personne donc du 92 qui s'est présentée. La personne, la fausse Manoa habitant au Blanc-Mesnil ne s'est pas présentée. Donc c'était forcément qu'il y avait quelque chose qui clochait. Les policiers ont l'habitude, donc finalement il a arrêté de me cuisiner, il m'a dit bon ok, je vous invite à porter plainte. Donc on a ensemble rempli les documents pour porter plainte contre X. Voilà. Parce que bien entendu, j'avais aucun suspect à l'époque. Donc j'ai porté plainte contre X. Et à la suite de ça, écoutez, je suis rentrée chez moi. À la suite de ça, je suis rentrée chez moi. Et donc j'avais tellement honte, si vous saviez, j'avais tellement honte parce que j'ai ri en fait. Quand ma soeur me disait non mais tu sais pas que c'est dangereux de perdre sa carte d'identité, j'ai ri, je disais qu'elle disait n'importe quoi. Et là finalement ce qui était redoutable est arrivé. Donc là je l'annonce à ma soeur, je l'annonce à ma mère qui commence à s'affoler dans tous les sens. Je me dis oulala, j'aurais peut-être pas dû en parler. Donc à partir de là, de toute façon j'ai déposé ma plainte. J'ai demandé les alibis nécessaires, donc j'ai demandé les alibis à la société dans laquelle je travaillais à cette époque parce que j'étais en alternance. Donc voilà, mon responsable de stage m'a fourni les alibis, je les ai fournis à la police.
Et finalement, la vie a continué son cours. J'ai continué à faire ma petite vie en me disant que le fait que j'ai posé plainte, en fait, bon ben voilà, ça va sûrement dissuader les malfaiteurs. Et erreur, grosse erreur, je vous avoue. Au bout de quelques semaines, en fait, je me dis, bon, ok, voilà, on a découvert que c'était une fraude. Je vais quand même appeler la police, le commissariat donc, du 4e arrondissement, pour leur demander qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce que l'enquête avance, puisqu'il y a une enquête quand même dans ce genre de cas de figure. Est-ce que l'enquête avance? Est-ce qu'il y a de nouveaux faits? Et là, le commissariat me dit, oh écoutez, nous, on a transféré votre dossier dans votre ville. Voilà, donc adressez-vous au commissariat de votre ville. Je leur dis, bon bah d'accord, je ne savais pas. À ce moment-là, donc j'appelle le commissariat de ma ville et ils me disent oh écoutez, nous on a reçu le dossier récemment, il n'y a pas de nouveaux éléments. Par contre, si vous avez le temps, je vous invite à aller à la Banque de France. Eux, ils ont plus d'informations sur les fraudes. Mais vraiment, l'officier qui m'a annoncé ça me disait ça vraiment comme un détail en fait. Si vous avez le temps, allez à la Banque de France et vous verrez bien, eux ils ont plus de détails. Nous en tout cas ici, voilà, on a reçu votre dossier récemment et il n'y a pas eu d'avancée. Et donc moi à partir de là je dis ok, voilà, la Banque de France je ne savais pas du tout ce que c'était, voilà, je m'en occupais pas. Et j'appelle la Banque de France, je prends un rendez-vous, je me rends à la Banque de France, au service de Banque de France qui se trouve à la préfecture de Nanterre. Et à la préfecture de Nanterre, on me reçoit et là en fait on me sort tout un fichier de tous les incidents en fait recensés contre moi. Je savais que certaines banques avaient porté plainte contre moi, donc ça je l'ai découvert le jour où l'officier m'a convoqué. Mais la Banque de France, en fait, ils avaient et le montant donc des préjudices subis par ces banques qui ont porté plainte contre moi, ainsi que tous les organismes de crédit à la consommation, finalement, qui ne figuraient pas en fait dans les données de la police. Je ne sais pas pourquoi. Donc tous les organismes de crédit à la consommation qui eux aussi ont subi des préjudices, ont reporté ces préjudices-là contre moi, donc auprès de la Banque de France. Donc finalement, entre le 24 avril et le 6 août, le jour où j'ai décidé donc d'aller consulter, où j'ai eu mon rendez-vous à la Banque de France, devinez le montant qui a été mis sur mon dos. 46 373 €, représenté par 37 chèques, 2 cartes bleues et 3 ouvertures de compte courant. 46 000 €, vous vous rendez compte? Donc là, je tombe des nues. Je tombe des nues parce que je me dis finalement, en fait, l'officier m'avait dit d'aller consulter la Banque de France comme ça si j'avais le temps. Mais en fait, c'était la toute première étape parce que eux, ils ont les infos centralisées de tous les incidents de paiement en fait, pour particuliers et pour entreprises. Donc là, je tombe des nues et je me demande, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire quoi? En plus, je m'étais absentée donc du boulot pour pouvoir aller consulter. Et donc là, la conseillère me dit, écoutez, la première chose qu'il faut faire, mademoiselle, c'est vous faire reconnaître en tant que victime d'usurpation d'identité. Alors c'est une démarche longue, mais il faut la faire en fait. Allez avec les documents de la Banque de France directement à la police pour compléter votre dossier avec le montant total des incidents recensés contre vous. Et nous ici donc faites une déclaration sur l'honneur attestant du fait que vous n'êtes pas l'auteur de ces défauts de paiement. À partir de là, on va voir ce qui est possible de faire. Voilà, l'étude prend du temps. Et surtout, allez voir chacune des banques qui ont posé plainte contre vous pour leur prouver votre bonne foi, leur demander si le conseiller donc bancaire qui avait ouvert le compte avec les escrocs, demander si cette personne vous a déjà vu. Vu que les faits ne remontent pas très longtemps, elle sera quand même en mesure de faire la distinction entre vous et l'autre personne, demander s'il y a un accès aux caméras de vidéosurveillance. Voilà. La première étape maintenant, c'est de vous faire reconnaître en tant que victime et faire stopper donc, le malfaiteur. C'est vraiment à la suite de ça que finalement commença le réel enfer. Parce que j'ai commencé à faire la course, à faire des allers et retours entre la Banque de France, la mairie,
Le travail, puisque je bossais en ce temps-ci, voilà, ça plaisait pas forcément à mon employeur. Il me laissait parce que, bon, il comprenait, mais tous les 4 matins, en fait, j'apprenais des nouveaux faits sur moi et directement, je courais à la police, en fait, pour compléter ma plainte. Avant ça, j'avais jamais été mêlée à la police, voilà, dans aucune autre affaire. Et pour être honnête avec vous, moi j'ai été déçue en tout cas des services de police de ma ville. Tous les jours, toute seule en fait, je demandais des autorisations au travail. Je me rendais à la Banque de France, ils me déclaraient tous les nouveaux incidents contre moi. Je partais avec les documents, j'allais directement à la police pour compléter ma plainte. Et là, donc, je faisais face à des policiers qui me disaient oh, aujourd'hui, l'officier qui s'occupe de votre dossier n'est pas là, revenez tel jour, revenez telle heure, ah oui, mais là, on n'a pas le temps. Enfin, là, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énervait, quoi. Je me dis, putain, mais dans quel système on est, en fait? Il faut être menacé de mort ou avoir le couteau sous la gorge pour que les choses, pour pouvoir être pris au sérieux, je comprends pas, je comprends pas. Donc je passais des heures et des heures à la police à compléter ma plainte pendant que les policiers qui étaient en face de moi finalement ils rigolaient entre eux alors que moi j'avais peur pour moi, j'avais peur pour mon futur. Voilà donc vraiment j'ai été déçue par la manière dont les choses ont été traitées par la police et j'assume totalement ce que je dis. J'ai bien suivi les conseils de la dame, je suis allée voir donc toutes les banques qui avaient posé plainte contre moi. Et là par contre j'étais très agréablement surprise. J'ai fait face à des conseillers, à des responsables d'agences qui m'ont dit écoutez mademoiselle, nous on comprend ce qui vous arrive, on est désolé pour vous, malheureusement on ne peut pas tellement vous aider, mais on va retirer la plainte qu'on a contre vous parce que effectivement on ne vous a jamais vu. La personne qui est venue ouvrir le compte, ce n'était pas vous. Et rien que ça, je vous assure, je pleurais d'apaisement, de me dire putain, enfin quelqu'un qui me comprend dans cette situation où la police ne me prend pas au sérieux. Les responsables de banque qui me disaient non écoutez, ce n'était pas vous, effectivement, on va retirer notre plainte. Voilà, on va faire jouer notre assurance, hein, puisque de toute manière les banques ont des assurances contre ce genre d'escroquerie. Donc j'ai envoyé mon dossier complet au service de la Banque de France qui s'occupe des particuliers. Ça a mis du temps, mais en fin de compte, ils m'ont envoyé un courrier pour me dire que j'étais officiellement reconnue comme victime d'usurpation d'identité le 24 octobre 2012. Vous imaginez, tout a commencé le 22 avril. Il n'y a que le 24 octobre que j'étais finalement officiellement reconnue. Ça a été très important pour moi d'avoir eu cette reconnaissance. À partir de là, je me sentais quand même un peu plus apaisée, même si ça avait été l'enfer pendant finalement presque 2 mois, 2-3 mois, ça a été l'enfer. Là, j'étais un peu plus apaisée et je me sentais un peu plus protégée parce que je savais que j'avais fait le nécessaire pour que les choses ne traînent pas, quoi. Mais il s'est avéré que j'ai découvert d'autres incidents, donc après le fait que j'ai été reconnue et finalement donc le montant total donc des crédits à la consommation, des ouvertures de compte dans les banques, le montant total s'élève à, devinez, 73 243 € avec 44 chèques, 3 ouvertures de compte courant et donc les crédits à la consommation. Donc quand j'ai eu le montant des préjudices actualisé, rebelote, je suis allée voir donc les banques qui avaient porté plainte contre moi. Je suis retournée voir ces banques-là, je leur ai fait attester que je n'étais pas l'auteur. Voilà, elles ont été très réceptives. Et donc, tant qu'il n'y avait pas de nouveaux incidents, je ne pouvais rien faire de plus. Donc écoutez, j'ai tenté d'avoir une vie normale et sans histoire, mais malheureusement en gardant toujours des séquelles de cet incident. Alors cette histoire s'est terminée entre guillemets, hein, le 6 novembre 2012, où là j'ai reçu donc la lettre du commissariat de police m'indiquant qu'ils n'avaient pas trouvé le malfaiteur, voilà, qu'ils n'avaient pas retrouvé l'auteur de cette escroquerie et que donc le dossier allait être classé sans suite. Donc voilà comment ça s'est terminé. L'enquête a été courte, hein, finalement, regardez, avril, donc fin avril, hein, on va dire mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, voilà. La police a mis 6 mois pour rechercher l'auteur de l'usurpation et comme ils n'ont pas trouvé, mais écoutez, ils ont décidé de classer l'enquête. Vraiment, ça a été compliqué, hein, pour moi de recevoir cette lettre-là et de me dire que finalement
finalement, j'ai bossé toute seule. Je me suis battue à courir dans tous les sens pour attester de ma bonne foi, pour me faire reconnaître en tant que victime. Alors que de leur côté, la police, bon ben voilà, 6 mois plus tard, ils ont classé l'affaire et puis basta, ils s'en lavent les mains. Quelles répercussions cela a eu sur ma vie de tous les jours? Bien écoutez, ça a été très compliqué. Premièrement, même si j'aurais pas dû l'être, apparemment, j'ai été interdit bancaire pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, c'était une situation trop bizarre parce que à chaque fois que je demandais un chéquier à ma banque habituelle, il m'était refusé. Et en fait, le directeur de l'agence ne savait pas pourquoi. Donc lui-même, il me disait d'attendre quelques jours. Qu'il reviendrait vers moi. Et finalement, il ne revenait pas vers moi. Il n'y a jamais eu de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Il n'y a jamais eu finalement de raison claire en fait donnée à ce problème. Il me disait, quand j'essayais de faire des demandes de chéquier, il me disait que ça venait d'en haut, que lui, il ne savait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc c'était trop bizarre. Mais bon, moi, je savais que c'était à cause de ça et qu'ils ne m'accordaient pas les chéquiers, soit parce qu'ils avaient peur et qu'ils ne me le disaient pas, soit parce que, voilà, ils se disaient qu'au bout d'un moment, j'allais lâcher l'affaire. Donc c'était vraiment trop bizarre. Des ouvertures de comptes toutes simples, hein, voilà, les ouvertures de comptes en ligne, je ne pouvais pas. Des demandes de crédit, même si ce n'était pas à l'ordre du jour, je savais que c'était mort. Vraiment, ça a été compliqué de ce point de vue-là. Au niveau, moi, de mes opérations bancaires courantes, en fait. Il y avait d'autres choses aussi dont je ne me souviens pas forcément, mais c'était plein de petits tracas liés forcément aux finances, où là, j'y avais pas accès. Donc écoutez, pendant 5 ans, tous les ans, environ 2 fois par an, en fait, j'appelais la Banque de France, où j'envoyais un courrier pour savoir si j'avais des nouveaux incidents, et comment les choses se passeraient. Il n'y a que finalement en 2017 qu'ils m'ont contacté pour me dire qu'ils allaient retirer de mon dossier la mention identité usurpée et qu'ils allaient donc effacer tous les défauts de paiement, tous les incidents liés à mon dossier. En clair, ils gardent les archives, mais en fait mon dossier est blanchi au bout de 5 ans. Mon dossier est blanchi, donc il n'y a plus d'incidents et plus donc, de mention d'usurpation d'identité. Donc voilà, depuis 2017, je suis libérée de cette situation, libérée du stress, libérée des angoisses, libérée de la paperasse, et je peux enfin prétendre à un crédit, je peux enfin ouvrir une banque en ligne, j'ai enfin un chéquier, voilà, alors que c'est la base en fait. Quand je vous disais que ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est une réalité en fait. Vous savez, moi, je perds rarement mes affaires, mais très rarement parce que j'ai l'habitude de reposer mes affaires toujours au même endroit. Voilà. Quand j'ai perdu ma carte d'identité, je rentrais de boîte, j'ai baissé un peu la garde et bim, ça n'a pas pardonné. Ça n'a pas pardonné et jamais j'aurais pu penser que ça aurait pu m'arriver. Mais voilà, finalement, ça m'est arrivé. C'est la vie, c'est la vie. Il y a des injustices et il faut le prendre comme ça. Ça m'est arrivé quand j'étais très jeune. Voilà, moi maintenant je suis un peu moins jeune, mais c'est passé, c'est derrière moi. C'est derrière moi, mais ça m'a donné une très bonne leçon. Ça m'a appris qu'il y a des personnes sur cette terre qui sont profondément égoïstes, qui sont prêtes à tout pour s'enrichir, et peu importe les conséquences que ça a sur les personnes qu'ils utilisent. Concernant le malfaiteur, il y a un proverbe dans la vie qui dit « bien mal acquis ne profite pas ». Donc finalement, l'argent que cette personne a pu avoir sur mon dos, elle n'emportera pas au paradis. Voilà, elle va sûrement vivre la belle vie pendant un certain temps. Ok, elle a eu 73 000 euros. Mais tout cet argent, en fait, un jour ou l'autre, il va disparaître et le karma la rattrapera. L'enquête est terminée, on ne la retrouvera jamais. Mais vraiment, cette personne, elle m'a fait du mal. Elle en paiera le prix. Le malfaiteur a arrêté donc ses opérations quand il a eu ses 73 000 euros. Voilà, il a arrêté ses opérations, je ne sais pas ce qu'il a fait, peut-être qu'il a changé de pays. Mais heureusement, à partir de là, j'ai plus de nouveaux incidents. Alors maintenant, ça m'a vraiment tenu à cœur de partager cette expérience avec le plus de personnes possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que je la mets sur YouTube, en parler aux jeunes, pour vous dire faites attention en fait. Il y a des erreurs qu'on fait dans nos jeunesses qui ont des répercussions sur toute notre vie en fait. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas parce qu'on est jeune que finalement
on doit être insouciant, irresponsable, parce qu'il y a certains actes qui ne pardonnent pas. Voilà. Ne soyez pas négligent avec vos propres affaires. Prenez-en soin. Voilà. Faites attention à vous, faites attention à vos documents d'identité, parce que vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Évitez ce genre de situation. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment éviter l'usurpation d'identité. Il y a plein de petits trucs finalement qu'on fait au jour le jour qui favorisent ce genre d'actes. Et il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas qui finalement nous permettraient d'éviter ce genre d'escroquerie. Je vous montrerai également quelle démarche suivre étape par étape si jamais un jour ça arrive à l'un d'entre nous. Parce que encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà mon histoire. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Si tu as aimé et que tu souhaites connaître la suite, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Pour ceux qui croient en Dieu, que Dieu vous protège. Pour ceux qui croient en rien, que rien ne vous protège. Ciao! Le jour vient et c'est certain.